Bonjour, bonjour Samia, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je tiens à vous remercier pour votre engagement, pour votre accompagnement au personnel soignant ainsi que pour votre accompagnement au public. Je salue également l'ensemble du personnel soignant en première ligne engagé dans les services des hôpitaux pour la prise en charge des patients Covid au sein de cette crise sanitaire. L'anesthésie-réanimation, c'est une discipline qui n'est pas assez connue. C'est une discipline médico-chirurgicale de pointe qui prend ces dernières années le premier rang dans le choix des jeunes médecins internes dans les différents pays, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Elle consiste à prendre en charge tout ce qui est vital, les détresses vitales suite à une défaillance d'organes, soit une défaillance d'un seul ou de plusieurs organes. Donc, on prend en charge et on s'occupe des patients les plus graves. Il y a deux types de réanimation. Donc, la réanimation chirurgicale, c'est la prise en charge des patients en post-opératoire, soit des patients les plus fragiles qui ont beaucoup de facteurs de comorbidité, soit des patients qui passent au bloc opératoire pour des chirurgies lourdes ou qui présentent des complications ou post-opératoire. La réanimation médicale, c'est la prise en charge des patients qui présentent des signes de détresse vitale avec un pronostic vital engagé, suite soit à une décompensation des pathologies chroniques ou à une agression brutale et aiguë d'un organe. Pour ce qui concerne l'anesthésie, on reçoit les patients en consultation d'anesthésie, on les prépare pour la chirurgie et on les prend en charge au bloc opératoire. L'accueil des patients COVID au sein des unités de réanimation. Je précise que 5% des patients COVID symptomatiques nécessitent une prise en charge et un passage dans les services de réanimation. L'accueil des patients COVID dans les unités de réanimation il ne se différencie pas par rapport à l'accueil de tous les patients qu'on les reçoit tous les jours au sein de nos unités. Bien sûr, avec plus de précautions et de vigilance pour ne pas contaminer les soignants et surtout l'atmosphère. Dès l'arrivée de patients à l'unité, il va falloir faire le point avec lui rapidement afin de prendre des décisions thérapeutiques. Ces décisions, elles seront prises en fonction de l'examen clinique du patient, en fonction de ses constantes vitales à l'arrivée, et ainsi en fonction des résultats des examens cliniques, des examens biologiques et radiologiques. Pour le COVID, le principal signe clinique qui emmène les patients en réanimation, c'est la détresse respiratoire. Les patients, ils ont soif d'air, ils n'arrivent pas à respirer convenablement, ils sont polypniques, ils ont de la toux. La prise en charge médicale proprement dite de la détresse respiratoire, ça peut y aller d'aider les patients avec de l'oxygène au masque, de les aider avec de l'oxygénothérapie à haut débit, ce qu'on appelle l'Optiflu, et voire à les mettre en coma artificiel et de les intuber et de les assister avec des appareils ventilatoires. Et des fois, on a un recours à des assistances circulatoires afin de maintenir une bonne oxygénation tissulaire avec une bonne hémodynamique. Tant que médecin réanimateur, on est habitué à être proche aux familles des patients dès l'admission de leurs proches dans les unités de soins. La particularité pour le COVID, pour des mesures de sécurité, il y a des gestes barrières. Les familles ils n'ont pas le droit de passer à l'hôpital pour voir leurs proches. Ils sont très inquiets, ils posent beaucoup d'interrogations. Autant que professionnels de santé, on est censé à les appeler tous les jours pour leur donner des nouvelles de leurs proches. On les appelle à chaque fois s'il y a une dégradation de l'état de santé de leurs proches. On reste très proche à côté d'eux et on est à leur écoute. Et, on les aide autant qu'on peut. Néanmoins, je peux dire, à côté de ça, on partage avec certains parmi eux des moments de joie et de bonheur, le fait qu'on arrive à soigner certains patients et à les faire sortir des services de réanimation. On arrive à extuber, on a réussi à extuber quelques patients. Donc, depuis le début de l'épidémie, il y a plusieurs facteurs qui ont joué en faveur de l'amélioration de la prise en charge des patients dans les unités de soins et les unités de réanimation.
Un paramètre qui a joué, c'est le confinement. Donc, je peux dire que le confinement avec les gestes barrières ont évidemment donné des résultats. Le deuxième paramètre, c'est le plan hospitalier. Donc, depuis le début de cette épidémie, il y a une organisation des soins. Donc, cette organisation, ça consiste à quoi? Ça consiste à mettre le patient au bon endroit et au bon moment. On collabore avec différents praticiens. Il y a des médecins qui assurent la régulation. Et sur la base de l'examen clinique et de l'état des patients, il y a des constantes vitales. Donc, on arrive à prendre des décisions pour les mettre soit dans des unités d'hospitalisation simple, soit dans des services de réanimation. Un autre paramètre qui a participé à l'amélioration de la prise en charge des patients. Donc, je constate que ces dernières semaines, le personnel soignant est complètement désensibilisé. Sauf qu'on reste vigilant. Donc, le taux d'infection, le pourcentage d'infection de personnel soignant, il a baissé de 2/3 par rapport aux mois précédents. C'est un très bon résultat. Un autre paramètre qui a aidé l'amélioration de la prise en charge des patients et d'obtenir des meilleurs résultats des soins, c'est la connaissance de ce virus. Aujourd'hui, je dis que quand on connaît mieux ce virus, on sait il s'agit de quoi. On connaît mieux qu'est-ce qu'il est capable de faire et d'endommager au niveau du corps. Les protocoles de travail et de prise en charge des patients, donc elles sont mieux adaptées. On obtient de meilleurs résultats. Donc, on travaille, on collabore avec différents praticiens, avec des sociétés savantes, avec des responsables au niveau de l'Agence régionale de santé et au niveau du ministère. Donc, il reste les mécanismes d'action de virus. Ça, c'est un domaine de la recherche. On compte sur nos chercheurs pour les mois qui viennent pour nous trouver la molécule spécifique, c'est le traitement, et pour nous trouver un vaccin. Je sais qu'il y a beaucoup de psychose et d'angoisse dans la société. Pour le COVID, il y a deux problèmes qui se posent pour le moment. Donc, un problème diagnostique. On a un taux de PCR qui est peu sensible. Le taux, il se varie entre 30 à 60%. Ça veut dire qu'on reçoit dans les unités de soins des patients qui présentent des signes COVID. Et dans l'examen qu'on le fait, l'examen immunologique, la PCR, elle revient négative. Ça ne veut pas dire que ces patients ne sont pas malades. Ce sont des patients donc COVID, on les prend en charge, mais on sera obligé de lancer une autre batterie d'examens complémentaires afin de se rapprocher au diagnostic. Le deuxième problème de COVID, on a un problème de méconnaissance de l'évolution naturelle de ce virus. Ça veut dire qu'on reçoit des patients dans des unités d'hospitalisation et on a du mal à dire comment ils vont dans quelques heures ou quelques jours. Le confinement avec les gestes barrières, ils ont donné des résultats. Il va falloir respecter les gestes barrières autant que possible, de protéger le nez et la bouche avec des masques, de principe pour ne pas contaminer les autres, surtout dans les lieux publics, sur les lieux de travail et dans les transports. De continuer à désinfecter les mains avec les solutions hydroalcooliques. Le deuxième conseil que je le donne également pour les patients COVID symptomatiques qui ne nécessitent pas une hospitalisation. On aperçoit qu'il y a beaucoup de surinfections bactériennes qui s'installent précocement chez les patients COVID. C'est un facteur d'aggravation sur le plan respiratoire. Et malheureusement, il y a une partie de ces patients qui finiront dans des services d'hospitalisation et dans des unités de réanimation. N'hésitez pas à consulter vos médecins traitants, à consulter des médecins généralistes. Il y a des moyens, il y a de la téléconsultation. Le principe est de traiter précocement ces infections bactériennes qui se rajoutent aux infections virales pour ne pas dégrader votre état de santé, surtout respiratoire.
dès l'apparition des signes cliniques, des bronchites, une toux persistante avec de la fièvre, n'hésitez pas donc à consulter les médecins afin de vous prescrire des traitements antibiotiques. Le troisième message que je le donne pour la société, pour les patients donc, qui ont des pathologies chroniques et qui ont des maladies graves, surtout des cancéreux. Là, pendant le confinement, les gens donc, ils ont peur, ils ne sortent pas, ils ne consultent pas. N'hésitez pas à se rapprocher aux médecins spécialistes, soit donc, des médecins dans des cliniques ou dans des hôpitaux. En fait, donc, tôt ou tard, de la prise en charge des pathologies chroniques, ça les dégrade. Et l'absence de la prise en charge des pathologies graves telles que les cancers ou autre chose, donc ça rend le pronostic plus sombre et ça augmente le taux de mortalité. Merci pour votre... Oui, merci Abdelkrim. Merci Dr Bouissef. J'aurais une dernière petite question. On va vers le déconfinement, donc aux alentours du 11 mai, et comme vous le disiez, on va continuer à garder ces habitudes quand on peut de rester chez soi ou de se protéger. Ça, on l'a bien compris, on va le répéter encore pendant plusieurs semaines. Je voudrais juste finir sur une note positive. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. De plus en plus, des lits se libèrent en réanimation. Ça veut dire qu'effectivement, on a gagné une victoire sur la maladie, même si on sait que on n'est pas sorti de cette épidémie. Donc, comment vous prenez cette réussite quand vous voyez des patients qui arrivaient en plus pas en très bon état, quitter la réanimation? Ça doit vous faire chaud au cœur à tous, non? Effectivement. Donc, pour l'épidémie en garde, donc des choses positives quand même. Donc, les plus fortes, les images les plus fortes, donc sont des images de courage et de résistance du personnel soignant à travers le monde entier. C'est le plan donc prise en charge médicale. Donc, on reste très proche aux femmes et des patients et on travaille donc jour et nuit sans arrêt pour obtenir des résultats et notre grand plaisir de les revoir sains et saufs qui quittent les services de réanimation. Génial. Merci Dr Bouissef. Une dernière petite chose, on va remercier effectivement l'ensemble des professionnels de santé, des personnels soignants. Je pense qu'on apprécie tout ce que vous faites tous depuis quelques semaines. J'ai une question que je commence à poser sur mes interviews depuis quelques jours. Quand on va être sorti du confinement, quand l'épidémie sera pratiquement réglée, est-ce que vous avez un rêve? Qu'est-ce que vous rêvez de faire là? Quelle est la première chose que vous allez faire? Si ce n'est pas indiscret. Personnellement, donc, je compte apprendre quelques jours de cookie et à voyager. Donc, voilà. Et c'est mon souhait pour tout le monde. Là. Oui, génial. Dr Bouissef, on va saluer votre famille aussi. J'ai cru comprendre, c'est une confidence, mais que je ne trahis pas, que la famille Bouissef a offert beaucoup de personnel soignant, de professionnels de santé. On vous remercie, on les remercie au travers de votre interview. Voilà, merci infiniment pour ce que vous faites. Et puis effectivement, il y a une spécialité aujourd'hui qu'il faut particulièrement remercier. Déjà en temps normal, parce que je le disais tout à l'heure, c'est une spécialité qu'on ne connaît pas bien, les anesthésistes réanimateurs, parce qu'en général, on ne les voit pas ou pas bien, ou on est au meilleur de nous-mêmes. Et voilà, plus particulièrement dans ces moments un peu compliqués, merci à l'ensemble des professionnels de santé, mais aux anesthésistes réanimateurs. Dr Bouissef, le mot de la fin pour vous. Merci, prenez bien soin de vous. Et puis, bon courage pour les jours à venir. Merci beaucoup, merci encore.